bienvenue à la Cotine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action, où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les sujets que vous voyez passer ou les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. Et n'hésitez pas d'interagir dans le chat, demandez vos questions, mettez vos commentaires, on va essayer de les prendre au fur et à mesure qu'on fait le stream. Cette semaine, un peu moins de nouvelles pour être franc, fait que finalement ça slow down un peu vers la fin de l'été, mais quand même quelques sujets intéressants. Sans plus tarder, merci encore d'être avec nous. Je suis de retour, Mille, cofondateur et VP développement des affaires chez Bull Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Cette semaine avec moi, on a Beaver, anciennement Project Leader chez Mirage et autoproclamé #entrepreneur. Wolf, joueur compétitif de Valorant et récemment créateur de contenu chez Alpha One. Et Mimzul, étudiant au microprogramme de développement du e-sport à l'UQTR et bien entendu passionné d'e-sport comme nous le sommes tous. Messieurs, merci d'être là ce soir. Comment ça va? Ah, ça roule, hein? Ça roule? Un Andrew Tate. Mais ouais, pourquoi tu m'as pas présenté comme Andrew Tate? Non, en vrai, je suis un peu. Ouais, Andrew Tate of Québec. Je suis un peu en mode zombie ce soir avec mes yeux, puis c'est ça. J'ai bien dormi, mais bon. J'ai une maladie qui va me transformer en zombie d'ici 2-3 jours. Fait qu'on va essayer de survivre. Ça va te rendre un peu plus fâché, puis tu vas avoir encore plus de hot take que d'à l'habitude. Tu sais que dans les derniers, genre, mettons 3-4 mois, là, genre, je poste absolument rien sur Twitter, puis j'ai encore une réputation de gars, genre, hot take, là, type beat, là. Ok, ouais, on verra ce soir si tu as perdu ton mojo ou pas. Hein. Ouais. Le premier sujet de la soirée, c'est le microprogramme justement en développement du sport électronique de l'UQTR qui a officiellement commencé. Donc, on a parlé de ce microprogramme-là en e-sports que l'Université de Québec à Trois-Rivières a lancé il y a quelques mois quand le programme avait été dévoilé. Pour ceux qui sont moins au courant, c'est un microprogramme de premier cycle avec un cours par session en fin d'après-midi, début de soirée, accessible à distance ou en personne. Les 5 cours du programme sont l'introduction et fondements du sport électronique, enjeux éthiques, santé et bien-être en sport électronique, implantation de programmes de sport électronique, création d'un événement de sport électronique, projet intégrateur en sport électronique. Fait qu'à ce qui paraît, les réactions sont déjà super positives chez les étudiants de cette cohorte historique. Romain Roux, directeur du département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'UQTR, a dit ce qui suit, et je le cite. Dès le lancement du microprogramme en décembre dernier, nous avons senti un très fort engouement. Nous avons reçu beaucoup d'appels et de courriels de personnes intéressées et curieuses. L'intérêt global pour le développement du sport électronique de façon récréative ou compétitive, ainsi que les possibilités de carrière ou de recherche dans ce domaine sont souvent ce qui a motivé les étudiants à s'inscrire à notre programme. Fait que les étudiants qui désirent s'inscrire au microprogramme à la session d'automne et joindre la première cohorte peuvent le faire dès maintenant sur le site web de l'UQTR. Je répète, c'est un programme qui est offert entièrement en mode commodal. Les étudiants ont donc le choix de faire ça à distance ou en présentiel. Le microprogramme s'adresse autant aux étudiants à temps plein qu'aux travailleurs qui désirent développer des initiatives en sport électronique dans leur milieu. Il est arrimé au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, fait que tu peux faire les deux en même temps. Pour être admissible, il faut que tu aies un diplôme d'études collégiales, donc un DEC ou une expérience équivalente. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter le site web de l'UQTR, qui semble s'investir quand même davantage dans les e-sports, même au-delà du microprogramme. Si je comprends bien, ils sont en plein recrutement de joueurs pour leur équipe de niveau élite, compétitif et récréatif qui vont participer à des compétitions de League of Legends, Valorant, Overwatch et Rocket League. Messieurs, je ne sais pas si vous avez des réactions, ou peut-être, Mimzul, tu veux commencer, tu es un étudiant dans le programme. Nous, quand on en avait parlé la première fois, justement, on se demandait comment ça allait être. Beaver avait même pensé de peut-être se joindre au programme, faire une vidéo YouTube après, mais bon, ça ne s'est jamais donné. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, certain. Je vais essayer de ne pas dire trop de niaiseries parce que Benoît Tellier, qui est le fondateur du programme, il est dans le chat. Fait que je vais essayer de pas trop dire de niaiseries. Fait que non, pour vrai, c'est vraiment intéressant. On était 29 étudiants pour le premier cours introduction.
Puis là, à l'automne, c'est le cours avec Stéphanie Harvey qui commence là, enjeux éthique santé. Fait que c'est des enjeux très actuels là, en ce moment en sport électronique. Ça va être bien intéressant. Les profils des gens qui sont sur le programme sont vraiment différents. On a des gens qui sont en loisirs dans les municipalités. Il y a des gens qui sont en loisirs dans les écoles déjà. Il y a déjà des gens aussi qui sont impliqués en sport électronique. Fait qu'un programme universitaire, tu dis, c'est plus théorique, mais en même temps, tout le monde est déjà impliqué dans le sport électronique d'une façon ou d'une autre. Là. Fait que tout le monde met un peu en pratique tout de suite ce qu'on apprend. Là. Fait que oui, il y a la théorie, mais c'est très pratique en même temps. Fait que, il y a même quelqu'un qui a un salon déjà de jeu là, à Granby, si je ne me trompe pas. Fait que c'est vraiment très intéressant, tous les parcours différents qu'il y a sur le programme. Puis, entre autres, le premier cours, c'est l'introduction, mais il y a vraiment des gens cool là, qui nous ont visités, là, comme Effys, là, qui est joueur pro de Valorant pour Version 1. Fait que lui, c'était vraiment cool sa visite avec Achille aussi. François Savard Léonin, qui est venu souvent sur le podcast. Là. Lui, c'est lui qui donne le cours aussi pour l'implantation des programmes de sport électronique. Fait que lui, il en a monté des programmes, on s'entend. Là. Fait que ça va être du bien concret. Là. Fait que c'est super intéressant. Puis les travaux pratiques, c'est très flexible. Là, comme à la fin, moi, mon travail synthèse, c'est une vidéo que j'ai faite au final. Là. J'ai fait un PowerPoint, puis je me suis pris en vidéo en train de jaser. Fait que c'est très. C'est pas tant. On écrit des textes à pu finir, là, c'est différent. Là, c'est un micro-programme, puis le but, c'est que ce soit le fun aussi. Puis au final, ben, c'est toute une gang de passionnés de e-sport qui jasent ensemble. Là, fait que moi, c'est ça qui me fait triper. Là. On fait juste jaser. Puis il est encore temps de s'inscrire, en fait. Là. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle. Là. Puis plus on est de gens qui s'inscrivent, ben, justement, plus l'UQTR va être craqué pour investir en e-sport encore plus. Là. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Puis, Benoît qui est aussi à la FQSE, comme toi, Émile, ben, ça fait en sorte que nos travaux sont quand même en lien avec la FQSE aussi, puis les travaux de la FQSE. Fait que c'est vraiment concret. Puis on voit l'intérêt des gens qui sont, qui sont sur le programme aussi, dans les programmes scolaires et tout. Il y en a qui sont déjà impliqués là-dedans. Fait que de mettre de la structure autour de tout ce qui se fait au Québec, là, c'est vraiment comme un enjeu que les gens sont craqués avec ça, avec les microgrammes. Fait que là, ça a comme commencé, mais tu peux quand même t'inscrire? Ouais, là, c'est le premier cours qui s'est fait à l'été, qui est introduction. Okay. Puis, qui compte pas, genre on s'en fout si le monde s'inscrive après. Ben, en fait, c'est que tu peux commencer au deuxième cours aussi. Je pense que c'est ça l'affaire. Au pire, le premier cours, tu le feras, tu sais. La matière tu est pas l'introduction à la fin. Ouais. Mais tu sais, au final, l'introduction, c'est pas des notions préalables aux autres cours, dans le fond. Fait que c'est très faisable. Mais tu dis qu'on peut encore s'inscrire. C'est quand que la session commence? La session commence le 8 septembre, si je ne me trompe pas. Il reste pas beaucoup de temps. Ouais, c'est d'ici le 4 septembre, si je ne me trompe pas, qu'on peut s'inscrire. Là. Fait que, puis tu sais, on était allé aussi, il y a la caravane qui s'est passée, là, aussi avec le guild des jeux vidéo, où il avait fait un event où on était allé. Puis j'ai quand même ressenti, moi, un hype là, avec ce programme-là de la part des studios. Tu sais, j'ai l'impression que des studios comme Ubisoft ou Binox qui cherchent du monde en e-sport, tu vois sur un CV quand même quelqu'un qui fait partie de la première cohorte du micro-programme de e-sport à l'UQTR. Je pense que ça peut avoir un certain poids. Là. Ouais, c'est vrai. Ubisoft se cherche, je pense même en ce moment, une couple de personnes en e-sport à Montréal, genre des coordonnateurs e-sportifs ou des trucs du genre. Fait que oui, je vois l'intérêt. D'habitude, ils cherchent du monde avec un peu plus d'expérience. Fait que moi, c'était un peu ça la question. Toi, tu as fait le premier cours, tu vois un peu la cohorte. As-tu déjà une idée de, comme, y a-tu une personne, tu sais, entre guillemets, spécifique ou un type de personne spécifique que ce programme-là viserait, ou c'est vraiment, tu peux en bénéficier peu importe quasi ton background, ton bagage? Moi, c'est vraiment ça que j'ai trippé à la base du programme, c'est qu'on est vraiment tous différents. T'sais, on a vraiment tous des âges différents aussi. Ça va du plus jeune qui a 19 ans, si je ne me trompe pas, puis au plus vieux qui en a 40. Là, fait que c'est vraiment varié. Puis on a tous des backgrounds différents. Puis tout le monde, j'ai l'impression, dépendant de ce qu'il veut faire ou dépendant de ses projets ou des implications qu'il peut avoir, peut bénéficier de tout ça, là, dans le fond. Là, parce que
c'est des enjeux actuels qui sont traités, puis ils s'en vont dans des milieux après ça avec les connaissances que tu apprends là. Fait que non, pour vrai, moi, c'est ce que je préfère du microprogramme, c'est qu'on a tout un peu des visions différentes, puis on a tous des backgrounds différents. Fait que ça fait des belles réflexions, mettons. C'est quoi le coût du programme? C'est sur un an, genre? Ben, c'est une session universitaire, disons. Là. Fait que c'est des frais de scolarité, c'est 3 crédits, si je me trompe pas. Fait que c'est à peu près 400$ par session. Là. Ok. C'est 3 sessions, vu que c'est un... Oh non, c'est un micro-programme. Fait que c'est... C'est 5 cours c'est 5 cours, puis c'est 1 par session. Fait que c'est 5 sessions total. 5 sessions. Ok. Ouais. C'est seulement un cours par session? Ouais. Ok. Puis 5 sessions. C'est quand même correct, un cours par session, parce que Fait que c'est on 2 ans et demi? a des jobs, puis C'est 2 fois semaine, genre? le cours de cet été était 2 fois semaine. Fait que c'était quand même assez intense, mais là, à l'automne, ça va être un soir semaine. Ça va être un petit peu plus tranquille, fait que ça va être... quand même. Ok. Fait que la formation, c'est 1 an et demi à peu près? Ouais, ben là, c'est ça. La fin est prévue pour 2024, tu sais, puis l'hiver 2024. Puis le dernier cours, c'est projet intégrateur, c'est avec Simon Marin, qui est PDG là, de DreamHack Canada. Ok. Puis, je pense qu'il y avait des intentions quand même assez pour 2024. Là, je pense qu'il y a des intentions, je sais pas si... DreamHack à Montréal, let's go! Oh Là, my god! Je dis pas que ça fait, là, mais je sais pas jusqu'à où je peux aller, mais je pense qu'il y a des bonnes intentions. Puis au final, on va travailler avec lui pour faire de quoi d'assez fou, je pense, là, pour ce dernier. Dans le fond, c'est une excellente façon pour DreamHack d'aller chercher des bénévoles et même des gens qui ont payé pour les aider. C'est cool. Ouais. Ouais, mais en vrai... Non, mais en vrai, je suis encore assez mitigé sur l'utilité puis le bagage que ça l'offre. Tu sais, puis là, tu me dis, ils ont apporté des acteurs comme Ephes puis Achille qui est venu hier. Tu sais, même encore, est-ce qu'ils ont payé pour qu'ils soient là? Puis est-ce que leur valeur était assez... comment ça s'appelle? Que leur valeur a apporté quelque chose ou tu sais, c'était juste encore un coup de pub? Faudra checker ça. Mais je suis vraiment excité de voir si ça... Comme avec le temps, voir qu'est-ce que ça va donner. Puis ça va avoir un poids certain. Si quelqu'un va m'arriver un jour avec « Oh, j'ai fait le cours là, puis je vais savoir... Oh, ok, ça vaut quelque chose actually. » Ouais, moi je pense en tant que premier micro-programme, tu sais, le poids va être pas énorme, mais je pense comme Mimzul vient de le dire, ça peut quand même démontrer, un intérêt, puis deux, un minimum de connaissances sur papier. Tandis qu'aujourd'hui, c'est difficile à le démontrer. Oui, je peux dire que j'ai été dans Able Esports pendant 3 ans, ou Toi Mirage, ou whatever. Puis fine, ça, c'est sur du terrain. Le monde qui connaisse peut-être ces organisations-là, OK, ça peut valoir quelque chose, mais les structures, il n'y a pas de structure dans ces trucs-là, t'sais. À moins que tu aies vraiment travaillé pour une grosse organisation ou compagnie. Fait que ça, c'est cool, je pense. Moi, ce que j'aime vraiment du programme, c'est juste le pas dans la bonne direction. C'est vraiment cool comme projet. C'est cool que c'était dans une université, c'est reconnu. Puis c'est comme, moi je vois ça comme quasiment un gateway programme, genre le plus d'universités qui vont voir, ok, il y a de l'engouement, ça marche, parce qu'à la fin de la journée, les universités veulent attirer des étudiants, veulent les faire payer leurs frais scolaires, etc. Fait que s'ils voient que ça peut faire ça, puis en plus l'UQTR qui ont des équipes e-sportives maintenant dans plusieurs jeux à plusieurs niveaux, si plus et plus de collèges, d'universités, de secondaires commencent à faire ça, c'est là que notre écosystème, je pense, va vraiment commencer à se structurer, à bouillir, puis à créer une certaine légitimité. Fait que moi, c'est cet aspect-là que j'aime. Mis à part, est-ce que le programme en tant que tel va être hyper utile? Probablement pas. C'est pas comme si tu vas sortir de là puis avoir une incroyable job en e-sport, mais ça peut te donner le petit pouce de plus pour percer dans la scène. Puis pour ceux qui sont un peu moins dans les projets e-sportifs, tu vas en apprendre aussi, c'est sûr. Là, événementiel, c'est vraiment cool comme apprentissage. Tu peux apprendre sur le tas, mais je pense qu'ici, c'est un bon juste milieu où tu apprends sur le tas parce que tu vas faire un projet réel, mais il y a aussi du monde pour t'encadrer un peu. Moi, je trouve que c'est pas juste l'aspect du bagage qu'il y a dans le programme qui est intéressant, c'est aussi l'évolution à travers les années de comment on peut amener du monde à étudier et avoir un peu un champ d'intérêt plus focusé sur le e-sport, non seulement québécois, mais à travers le monde. Fait que le fait qu'on voit une école, de l'UQTR amener un programme, un micro-programme qui est quand même un bon programme malgré tout, si c'est 5 sessions avec un cours au moins par session,
le fait d'amener ça, je trouve que c'est comme une évolution, puis ça va amener probablement d'autres institutions, d'autres structures à essayer d'impliquer des programmes pareils pour amener encore plus de clientèle et de personnes à travers Québec, le monde, etc. L'UQTR est avant-gardiste là-dessus, c'est certain. Là. Fait que c'est sûr que 2024 est encore loin. Ils vont s'en passer des affaires d'ici là, mais au moins là, que la gang UQTR, là, on a bien de fun, puis on fait des projets ensemble, puis on développe des contacts aussi. Là, on a quelqu'un qui ça fait, je pense, 20 ans qui est pour Ubisoft, qui est rendu manager des events, de la sécurité des events du Six Major. Fait que on a vraiment toutes sortes de monde là, pour travailler ensemble. Là, fait que... Ça, c'est peut-être mon point, par contre, que je voulais soulever. C'est 2 ans en e-sport, c'est comme une éternité. Là. C'est long, je trouve. Fait que, on verra si justement ces cours-là sont déjà développés ou ils vont s'adapter avec le temps. Parce que ton cours qui est prévu à l'hiver 2024, là, il risque d'en avoir des choses qui vont se passer d'ici là, mais c'est quand même du monde qui sont dans la scène, fait que j'ose croire, DreamHack, Miss RV, François, etc. Fait que j'ose croire qu'ils vont s'adapter avec le temps aussi. Fait que souvent les universités ont ce challenge-là, c'est de rester courant puis relevant, c'est ça. Parce que, moi j'avais pris des cours de marketing en business, my God, on parlait de concepts fine qui s'appliquent encore aujourd'hui, mais quand tu parles pas de médias sociaux, si tu parles pas aujourd'hui de TikTok dans ton cours de marketing, comme t'es pas actuel, right? Fait que c'est juste ça qu'il faut rester, puis le e-sport, ça évolue tellement rapidement, mais je pense que c'est... Ben est dans le chat, il dit que les cours sont pas montés encore. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Écoute, en vrai, c'est une bonne chose parce qu'on est dans le e-sport. Ouais, c'est ça. Dans le e-sport, c'est une bonne chose. On sait que ça va être fait à la dernière minute. Je sais pas si vous avez d'autres réactions, commentaires sur ce sujet-là que je trouvais quand même assez intéressant. 17 minutes, non, c'était correct. Non, c'est bon. Ça fait une belle idée. Beaver, il est allé, là. Ok, on va parler d'un sujet qui intéresse plus Beaver. Donc, les Power Rangers rejoignent les rangs de Parabellum. Donc, on a parlé récemment de l'équipe québécoise à Wrong, Rimka, Swift, Dynasty et Antol, dénommés les Power Rangers. Vu qu'ils se sont qualifiés pour les finales du Bell Esports Challenge à Valorant qui se donne ce week-end à Toronto, Fan Expo. Ils vont jouer dimanche dans les top 4. Cette semaine, on apprend que les gars se sont joints à l'organisation e-sportive de Parabellum. Pour ceux qui sont un peu moins au courant, car vous n'avez pas écouté ce podcast de façon religieuse, Swiss, Dynasty et Antol ont fait partie de l'équipe de Synergy qui ont gagné le LAN ETS cet été et le LAN du King of the Spike de Able à Montréal. Avec Watt et Volcan dans le temps, c'était l'ancienne équipe de Valorant de Able. Wrong aussi était passé par Able avant de rejoindre les Wreckaroos et maintenant Parabellum. Et Rimka était coach dans la dernière équipe de Able de Valo qui avait fini 2e au LAN ETS et au King of the Spike en personne. Du côté de Parabellum, nous en avons parlé aussi antérieurement. C'est une organisation qui était connue sous le nom de Shattered Dreams avant de se faire acquérir par Amuka Esport, une compagnie publique ontarienne, et de rebrand sous le nom de Parabellum. Ils compétitionnent majoritairement sur Rainbow Six. Se sont d'ailleurs qualifiés pour la NAL, donc la Tier 1 de Rainbow Six, la National American League, la North American League, et compétitionnent donc aujourd'hui à Vegas aux côtés de Mirage, qu'on connaît tous. Ils se sont donc fait acquérir par Intema Solutions lors de cette qualification-là, maintenant connue sous le nom de React Gaming, une compagnie domiciliée au Québec. Bref, les gars vont donc représenter Parabellum ce week-end lors des finales du Bell Esports Challenge et je crois qu'ils vont vouloir faire pareil à la 2e édition du Toronto Valorant Viper Spit dans quelques semaines à Waves Gaming en Ontario. Messieurs, je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus. Vous connaissez bien ces gars-là. Le fait qu'ils se sont joints à une organisation ontarienne, maintenant sous un parapluie québécois. C'est-tu cool? C'est-tu le bon move? Qu'est-ce que vous en pensez? Beaver, tu commences ou je y vais? Non, vas-y. Moi, ça va être off un peu. Ça, j'ai pas nécessairement énormément à dire, mais on n'a pas besoin d'en dire gros. On connaît les gars, ça fait longtemps qu'ils sont sur la scène québécoise, assez haut niveau. Antol a passé aussi par Pogstar avant de jouer avec, avant d'aller avec un roster plus québécois. J'ai joué moi-même avec Antol, Dina puis Swift quelques temps pour remplacer Volcan pendant qu'il travaillait, avant que Shark prenne la 5e place.
C'est prometteur. C'est un roster très prometteur. Ils ont du potentiel. C'est des joueurs incroyables, honnêtement, remplis de talent, de potentiel, de plein de qualités. Ils peuvent exploiter plein de choses dans le jeu. Ils peuvent jouer contre les meilleures équipes. J'aurais même pas peur qu'ils puissent faire quoi que ce soit. J'ai juste hâte de les voir performer, pas juste dans une LAN québécoise ou à Toronto contre d'autres équipes qu'on connaît malgré tout, mais j'ai hâte de les voir aussi sur un niveau plus haut, c'est sur un high tier 2, tier 1, même s'ils peuvent se rendre là. Pour ce qui est du joint Parabellum, je connais un peu l'équipe, je me rappelle un peu d'avoir vu quelques places. C'est sûr, c'est comme ils ont joint l'équipe une semaine avant l'événement, fait que je sais pas si l'équipe cherche à juste aller chercher du cloud pour l'événement puis après ça juste la drop. Je sais pas si c'est ça. Tu parles? C'est ça. Je sais pas si Parabellum essaie d'aller chercher parce qu'ils connaissent sûrement les joueurs, ils se disent qu'ils peuvent aller chercher de la vision plus au Québec, Toronto avec ces gars-là. Je sais pas c'est quoi leur but, peut-être qu'ils veulent les garder après, peut-être qu'ils veulent juste faire ça. Je sais pas trop quoi en penser, mais ce que je sais c'est que ce roster-là, faut faire attention. Ouais. Bon take. Moi, je suis plus côté business, l'entrepreneuriat et tout. Non, en vrai, genre, autres, comme on sait qu'ils sont bons, là, c'est pas quelque chose à reprocher. First, j'ai deux affaires qui m'ont accroché dans l'annonce. Un, c'est que la vidéo montage est terrible, genre vraiment terrible. Comme je pense que n'importe qui aurait pu faire mieux, genre qui sait utiliser un peu plus de montage. Mais peu importe. Ça dure 1 minute 40, qu'est-ce qui est extrêmement long pour Twitter. Fait que ça, c'est business-wise. Un autre chose, c'est que... business. Non, mais l'affaire business qui arrive encore, c'est que ils sont free agent for Team Parabellum. Fait que ça veut dire qu'ils sont toujours agents libres, mais qu'ils représentent Parabellum en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de commitment de la part de l'org. Ils sont en mode... genre un peu... tu sais, c'est comme... ok, oui, tu peux nous représenter, mais il n'y a pas de contrat sur la table. Fait que c'est juste une décoration, tu sais. Fait que c'est un autre bémol encore. J'aurais aimé ça qu'ils s'investissent un peu plus dans ce roster-là. Toi, Mil, t'as-tu des behind the scene thing qu'on devrait savoir? Mais je sais pas si Mim Zoul avait des hey, ça parle anglais. Hey, oh, pas, excuse. Vas-y, Mim Zoul. Non, mais moi, je me questionne plus, tu sais, justement, si tu dis qu'ils sont free agent, Beaver, la probabilité que ce roster-là soit comme redroppé par la suite ou rechange, quand même, il y en a quand même de la probabilité, là, tu sais, je me questionne aussi, est-ce que Parabellum, tu sais, va être capable de les tenir puis de les amener, tu sais, sur du plus long terme que d'habitude, on sait comme pas tant, là, dans le fond, c'est plus ça le questionnement, là. Ils sont pas stables aussi. Moi, Chris Lama, fondateur de Parabellum, avec qui je donne un panel ce week-end, justement au Fan Expo, m'a contacté quand Wrong a contacté Chris pour rejoindre Parabellum, pour me demander, de un, c'est qui ces gars-là, puis de deux, est-ce qu'ils sont cool. Moi, je dis, un peu comme Wolf a dit, les 5 ont du talent incroyable, ils ont un potentiel vraiment, vraiment élevé. Puis j'ai dit un peu ce que Goddy est en train de dire dans le chat aussi. C'est pas un roster stable. C'est un roster qui existe depuis que le Belly Sports Challenge a été annoncé. C'est des gars qui ont quand même resté assez longtemps ensemble chez Synergy, mais c'est des rosters qui changent beaucoup. Puis, tu sais, c'est juste la réalité du bubble scene dans tous les jeux, surtout à Valorant, que les rosters n'arrêtent pas de changer. J'espère pour eux, puis c'est quelque chose que j'ai dit à tous ces joueurs-là il y a même 2 ans, quand c'est la première fois que Swift était avec nous. Restez ensemble, c'est comme ça que vous allez grow. Puis je le crois encore aujourd'hui. Donc, s'ils font ça, je pense qu'ils ont du potentiel. Pour ce qui est de Parabellum, ils sont pas dédiés à la scène Valorant, ou du moins que quand moi j'ai parlé à Chris, puis c'était avant l'annonce de Riot pour la structure du Tier 2, parce qu'on l'a vu il y a quelques semaines, après leur annonce de la franchise, entre guillemets, qui n'appelle pas une franchise, mais que c'est quand même une franchise, de leur Tier 1, il y a plein d'organisations qui ont quitté la scène de Valorant, parce que si tu n'as pas fait le cut des top organisations, ça valait juste pas le coup d'être là. Puis ça coûte cher, Valorant. Ça coûte très cher. Ces gars-là ne sont pas payés, ou du moins à ma connaissance, chez Parabellum, du moins pour l'instant. Mais ils couvrent certains coûts qui ne sont pas couverts par Bell pour l'instant. Donc, j'imagine leur hôtel ce week-end à Toronto. Puis probablement la même chose s'ils font le Toronto Valorant dans quelques semaines. Fait que je pense que c'est un bon move pour eux. Parabellum, vraiment une belle organisation. Ils ont du bon reach, surtout sur Rainbow Six. Je pense que c'est un bon move pour Parabellum.
aussi de rentrer dans Valorant. On a vu quand même du hype dans les commentaires, même si Beaver n'a pas aimé le montage. Mon problème, puis je pense que c'est un peu la question que je vous lance, là, vous l'avez sûrement vu, la structure du Tier 2, Tier 3 que Riot vient de lancer pour Valorant. C'est une structure que je trouve très intéressante, mais aussi très risquée et qui risque encore plus, selon moi, de inflate les prix de certains joueurs sur la scène. Fait que si, comme organisation, tu veux t'investir à Valorant et tu n'es pas dans le Tier 1, est-ce que c'est l'équipe avec laquelle le faire? Je pense que si tu ne les payes pas, pour l'instant, oui. Le problème avec des organisations comme Parabellum pour les joueurs, c'est qu'il faut que tu performes. Une fois qu'ils se rendent à un Tier 2, il faut que tu performes ou tu es out. C'est pas les organisations québécoises qui s'ingèrent pas tant dans les rosters, tu fais un peu ce que tu veux. Ces organisations-là sont sérieuses, c'est des gars à temps plein qui sont dans l'e-sport. Fait que c'est une belle opportunité, mais une belle opportunité vient avec c'est un peu un couteau à double tranchant. Oui, tu as l'opportunité, mais they're not gonna put up with your shit either, tu sais. Fait que pour l'instant, je pense que c'est un bon move des deux côtés. On verra si Parabellum veulent s'investir dans cette scène-là. Moi, je ne sais pas comment vous voyez ça, le Tier 2, ou si vous connaissez la structure. Mais selon vous, c'est-tu viable? Je pense que Beaver, il connaît sûrement aussi parce qu'il l'a déjà vu. Je connais comment en fait, tout le monde sait c'est quoi la VLR page. Je sais comment que les équipes sont classées puis comment que ça marche en tant que tel, un peu les tournois. C'est plus le même, right? Non, ça a changé. C'est ça. Avant, c'était quelque chose de très stable. Par région qui peut percer dans le Tier 1 puis il peut rester, je pense, maximum 12 à 24 mois si je me trompe pas puis qui redescend par après. Donc, tu as une chance de faire une visibilité, mais elle est limitée puis ton temps dans le Tier 1 est limité si tu n'as pas fait le cut. La majorité du monde pense que juste le Tier 1 est rentable, puis ce que Riot ont mis de l'avant du Tier 1 me paraît très intéressant pour ces organisations-là, mais le Tier 2 beaucoup moins. Donc c'est ça que je suis pas certain si Parabellum veulent miser là-dessus ou pas. Je pense qu'eux aussi sont pas encore certains. Je sais que leur compagnie mère, donc React, demandait pourquoi on n'est pas dans Valorant. Je sais que Chris leur expliquait pourquoi il n'était pas il y a quelques semaines. Là, avec la nouvelle annonce, je sais pas si le mood a changé. J'espère pour les gars que oui, parce que je pense que c'est une très belle équipe. Je pense qu'individuellement et collectivement, ils peuvent percer. Mais il faut qu'ils mettent la job et qu'il faut qu'ils restent stables. Yeah. Non, mais en vrai, avec qu'est-ce qu'il y a Valorant annoncé, c'est bien pour les joueurs. C'est juste que les orgs, ça va. Les orgs sont pas avantagés, mais bon, le Riot aime pas tant ça, donner de l'importance aux orgs. Sauf pour les franchises. Quand ils sont franchises, là, sont amis avec les orgs. Sinon, ils aiment pas beaucoup ça. Aussi, un autre truc que Wrong me dit, c'est que c'est eux qui ont décidé d'être free agent. Mais ça encore, c'est que... Ouais. Ben, tu sais, dans les deux sens, d'après moi, ça aurait pas fait grand-chose. C'est juste que je trouve ça plate que si tu restes un free agent dans les deux sens, dans les deux parties, c'est qu'il manque un commitment de ta part. Fait que c'est comme... Tu vas pas aider l'org, puis l'org va pas t'aider en retour, tu sais. Exact. Moi, je suis d'accord avec cette take-là, c'est sûr. Moi, les gens qui rejoignent une org puis qui restent FA, c'est correct. Je comprends le move. T'es pas payé. T'es comme, pourquoi est-ce que je vais me dédier à un org si je suis pas payé? Mais ça revient à bon point de comme, pourquoi rester ensemble comme équipe? Pourquoi travailler avec une org? C'est que vous voulez grandir ensemble. Parabellum, je pense qu'ils ont l'opportunité de percer dans du Tier 2, de faire des salaires, de faire ça à temps plein. On l'a vu, leur équipe de Rainbow Six le font. C'est des gars à temps plein. Fait que tu as la chance de le faire. Rester FA, fine, signe pas de contrat, c'est sûr, si t'es pas payé, genre, il n'y a pas de buyout, tout ça, mais d'annoncer publiquement que t'as juste un pied dans la porte, I don't know. Vous en avez parlé souvent aussi, là, au niveau du storytelling, un peu, des rivalités, tout ça, c'est moins intéressant un peu, mais ça reste que c'est un très bon roster, là, mais plus tough un peu pour l'heure. J'ai hâte de les voir. Je pense que Chris me disait que déjà juste ce week-end-là, ça va valoir la peine. Là. Je pense qu'ils vont sûrement dépenser si c'est les hôtels, genre un 500$ pour le week-end. Puis voir après si ça en vaut le coup de continuer. Mais déjà, ils sont dans le top 4 dans un truc en personne à Toronto. Puis c'est 100% certain qu'ils vont avoir plus de pubs qu'avec Synergy qui avait rien posté pendant 9 mois. Là. Fait que je pense que c'est un bon move pour les deux. Je suis content, je vais voir les gars ce week-end justement parce que je vais être là, fait que ça va être cool de les voir. Puis Chris va être là aussi, fait que c'est
une belle opportunité. Alright. On continue. On continue avec Parabellum, qui semble bien aimer notre talent québécois depuis leur acquisition par React, car il annonce cette semaine qu'il aurait recruté Memories comme designer graphique. J'en ai pas tant plus à dire sur Parabellum, ce qu'on vient de mentionner, mais on a aussi parlé de Memories récemment sur le podcast. Il était même passé comme invité il n'y a pas si longtemps. Bref, Memories, entièrement connu sous le nom de Ripsaw, c'est un designer graphique québécois qui était aussi le owner de Nocturne, une équipe en Tier 2 de Rainbow Six, donc en NACL, qui ont récemment fermé leurs portes. Il a rejoint l'équipe d'Astralis il y a une couple de semaines pour le Six Major, et on a pu voir son beau travail sur leur page dernièrement de Twitter. Il annonce donc cette semaine qu'il rejoint Parabellum et qu'il va se joindre à l'équipe à Vegas pour la première journée de NAL dans pas long. Je note d'ailleurs qu'Astralis et Parabellum sont tous deux dans la même ligue, donc la NAL, encore une fois, aux côtés de Mirage. Très cool pour Memories. Il avait un peu glissé le mot qu'il y avait une encore plus grosse annonce à faire la dernière fois qu'on a parlé de lui. Donc, je suis vraiment content pour lui. C'est très cool qu'il s'en va à Vegas. Je sais que Parabellum, aujourd'hui, hier, ont eu un peu de trouble avec leur roster de Rainbow Six, mais bon, c'est des choses qui se replacent et qui arrivent tout le temps. Mais content pour Memories qui perce dans la scène. Je sais pas si vous avez des réactions, mais je tenais à le souligner. Ouais, ben c'est le fun d'avoir de quelqu'un talentueux, d'avoir des opportunités comme ça. Quand on travaille, au final, il nous arrive des bonnes affaires, puis c'est hot. Moi d'ailleurs, Memories, je l'avais approché là, pour un de mes projets. Là, fait que c'est bien mérité pour lui, selon moi. Là. Je le connais pas tant, Memories. Je l'ai vu à l'annonce du podcast, je sais plus trop c'était quand, mais je travaillais ce soir-là, fait que j'ai pas pu vraiment le regarder. Il est plus dans la scène de Rainbow Six. Hein. Ok, ce que je me dis, c'est que c'est sûrement encore un autre bon move par Parabellum. 2 annonces collées comme ça, qui sont quand même assez bonnes. Ça va vraiment leur donner de la visibilité. On est en train de se faire manger par les Anglais, les boys. Comme Time d'habitude. to wake up, là. Time to wake up. Mais c'est vrai et pas vrai en même temps, right? Parce qu'on peut prendre l'exemple de Mirage, qui est une organisation québécoise qui s'est fait acquérir par Northern, puis qui ont déménagé en Ontario, puis aucun de leurs joueurs aujourd'hui sont québécois, mais il reste quand même quelques Québécois là-dedans. On peut prendre cet exemple-là, ce qui est quand même vrai de Parabellum, mais je viens de le mentionner, ils ont été achetés par React, qui est une compagnie québécoise. Fait que oui, à la tête de Parabellum, c'est des Ontariens, Chris, mais à la tête de Chris est une compagnie québécoise, ce qui est quand même cool. Donc, déjà que Memories soit, tu sais, Memories, bon, c'est un Québécois, puis là, Memories, l'équipe de Valorant, là, ça fait 6 Québécois qui intègrent en 2 jours. Ouais. Quand même un peu cool. Puis Memories dit qu'il y a plus de Québécois dans Parabellum, c'est vrai, il y avait même des joueurs de Rainbow et d'autres gens, créateurs de contenu, etc. Fait que on le voit comme une organisation ontarienne, mais ça l'est pas vraiment. Moi, tant qu'il n'y a pas des acteurs québécois, genre, qui carry l'org, qui sont pas juste là comme décoration, ben, genre, là, je pourrais dire que c'est comme plus québécois. Il lance le challenge au gars de Valo. Non, mais genre, juste comme question stupide, mais faire des tweets en français, genre, c'est comme... C'est la base. Parabellum vont jamais faire des tweets en français, c'est ça, c'est sûr. Fait que ça sera, c'est sûr. Mais... Quand je te dis qu'un acteur, c'est que, genre, on dire de quoi, je sais pas, là. Mais moi, à la limite, je pense que le monde... J'aimerais que le monde éventuellement se rende peut-être où est-ce que les Canadiens de Montréal sont puis qu'ils tweetent dans les 2 langues. Non, mais c'est ça, tweeter en 2 langues. Juste tweeter en français, ça serait difficile pour une organisation établie à Vegas, établie en Ontario. C'est ça, J. Fait que ça sera jamais ça, québécois. Je suis d'accord. Ben, peut-être, un jour, éventuellement, on verra. Mais, je sais pas si vous avez vu passer justement les posts de Astralis, là, mais les commentaires sur les affiches de Memories étaient excessivement positifs, vraiment hype. C'est quasi fou de voir que la majorité des commentaires sur les posts de comme annonce de match ou annonce de score étaient plus sur comment l'affiche était belle et moins sur il y a un match ou il y a un score. T'sais. Fait que très très cool de voir que, comme Mimzul l'a dit, qu'il reçoit la crédibilité puis le rayonnement qu'il mérite. J'espère que c'est un job avec un peu de job security puis relativement bien payé. Fait que
déjà pour lui, juste le fait d'aller à NAL, je sais que c'est un gros joueur de Rainbow. À Vegas, ça doit être un petit rêve déjà très très cool qui a été accompli. Là. Mais justement, est-ce qu'il fait d'autres choses que du graphic design? Parce que pour aller à Las Vegas... Il était pas à temps plein en graphic design il y a 2 semaines. Il se demandait justement s'il devrait faire le move. Zopix était sur le podcast qu'on en a parlé, qui a justement fait ce move-là il y a pas longtemps. Fait que ça se peut qu'il le fasse maintenant. Est-ce que Memories va faire plus que du graphic design chez Parabellum? Je pense pas. Mais sûrement que lui, il trippe juste avec ce move-là. Là. Il dit, OK, photographe et vidéographie aussi. Fait qu'on a la réponse, puis justement, si tu vas faire ça, c'est sûr qu'il faut que tu sois sur place. Là. Ouais. Mais très cool pour lui. D'autres réactions avant de passer à un autre jeu complètement? Non? On va passer au jeu préféré de Beaver. Et à une des organisations préférées de Beaver. C'est ma préférée, Mirage et Liandra. On passe vers nos amis Mirage, ou plutôt Mirage et Liandra, qui annoncent cette semaine qu'ils disent au revoir à leur roster Fortnite. Fait que pour ceux qui sont toujours pas au courant, Mirage et Liandra, c'est une structure qui a été créée par Mirage et Eliandra eSport, donc une organisation canadienne-québécoise à la base, et une organisation française, dans le but d'avoir une équipe de League of Legends dans la LFL, donc la Ligue française de League of Legends, en Tier 2. Il y a eu des rumeurs de la vente de cette équipe-là qu'on a couvert un peu, mais à ma connaissance, rien de concret à date, à moins que je me trompe. Il y a quelques semaines, on avait couvert la nouvelle que certains joueurs de Fortnite, qui jouaient déjà sous la bannière d'Eliandra eSports, se joignaient à Mirage Eliandra. Et on apprend donc cette semaine que ces joueurs ne feront plus partie de la structure. J'en ai pas tant à dire sur le sujet, mais j'ai quand même trouvé intéressant de faire rentrer et sortir des joueurs et même toute une équipe. Et on en voit 5 à l'écran si rapidement. Je ne sais pas si vous avez des points de vue sur la scène compétitive de Fortnite, sur l'intérêt d'avoir ce type de joueurs ou équipe dans une organisation, ou juste le fait de comme rentrer sortir des joueurs si rapidement dans une organisation qui est quand même d'assez haut niveau. Hein. Mais je vous laisse réagir. Moi, j'ai une couple de points aussi. Ouais, moi, c'est plus un questionnement parce que déjà, en commençant, on se demandait un peu, tu sais, parce que Mirage et Landria, c'était vraiment pour leur LFL, leur spot qui avait créé ça. Fait quand puis même Babinski était sur le podcast, il me semble qu'il en avait parlé comme quoi c'était pas un choix, il n'est pas du tout impliqué là-dedans, puis que ne savait pas trop d'où ça sortait. Ça a commencé un peu, on se posait déjà des questions. Fait que là, ça a comme duré au final, je pense, c'est un ou 2 mois peut-être. Là. Fait que c'était comme déjà on se posait des questions, puis ça a comme. C'est pas vraiment surprenant, malheureusement, là, parce qu'on se demandait c'était quoi la position de ça dans cette structure-là. Ça ne fitait pas vraiment. Fait que finalement, c'est arrivé, il faut croire. Moi, je suis toujours surpris comment Mirage sont zéro impliqués dans Mirage et Liandra. Là. Ça me semble surprenant, mais vas-y, Wolf. De l'expérience que j'ai de Fortnite, parce que j'ai quand même joué 3 ans compétitif, puis ouais, juste avant que je commence à jouer à Valorant, c'était sur Fortnite, fait que c'est ça. De ce que je sais des équipes que j'ai pu join, du monde que je connaissais, puis de ce que je regardais aussi assez régulièrement, vu que genre c'était 15, 16, 17 ans, c'est dans le temps où j'avais rien d'autre à faire de ma vie, vu que c'est le COVID en plus, je fais juste ça de ma vie. Fait que, amener des joueurs pour prendre la vision rapidement puis les ressortir après, c'était assez régulier. Genre, tu voyais ça souvent, tu voyais des scans des équipes des fois. Ça m'est arrivé aussi avec une équipe. Ça m'est arrivé avec quelques amis aussi qu'on a fait ça. Puis c'est là que tu réalises que, genre, à moins que tu sois genre un vrai joueur professionnel qui peut faire sa vie avec ça, tu veux pas t'intéresser aux équipes parce que tu vas pas vraiment être vainqueur là-dedans. Genre, il y en a qui sont corrects, c'est sûr, il y en a toujours qui sont decent là-dedans. Mais la plupart du temps, les équipes, ils vont chercher à aller avoir le plus possible en dépensant le moins possible. Fait que, de mon bon souvenir, tu veux pas aller chercher des équipes, puis le fait que ces 5 joueurs-là aient rentré sorti, ça fait juste prouver le point que genre ça a pas changé en 5-6 ans de Fortnite. Non, en vrai, c'est parce que ce projet-là, c'est l'affaire la plus shady que genre. Ça fait tellement aucun sens, puis genre, à Fortnite en plus. Comme Fortnite, malgré que ça l'a changé là, depuis quand on était plus là. Mais tu sais, Fortnite, ça a tout le temps été genre un gros panneau publicitaire. Genre, c'est comme, tu ramènes le plus, comme si ça coûte à rien pour une organisation d'aller chercher des joueurs. Ça vaut quasiment la peine parce que
Fortnite, c'est le nouveau Minecraft. Là. Il y a eu tellement de chiffres, puis il y a tellement d'heures qui se sont construits avec Fortnite. Fait que déjà de base, là. Puis genre après ça, genre de nos jours, dans les leaderboards and stuff, si ton org est représenté dans les au tableau, ça peut servir à de quoi, mais je comprendrai jamais qu'est-ce que c'est venu faire là. Et on saura probablement jamais. Ouais. En vrai, je pense que j'ai une théorie. Vas-y. C'est qui l'owner de Yandra? C'est genre l'ancien. C'est pas Schletan. En tout cas, c'est l'ancien. Ou c'est présentement le directeur sportif de Fnatic. De quoi de même? Là, ça a un rapport avec Fnatic. Fait que d'après moi, c'est genre en mode. C'était comme ses joueurs, puis il a dit ben venez dans Mirage Yandra à la place de venir dans Yandra. Tout court. Ouais, voilà. Ça, fine. Je comprends du côté de Liandra qui voulait, comme, je sais pas, shifter le monde d'une place à l'autre. Moi, je vois ça comme deux sujets. Un, Mirage à Liandra tout court, comme Mimzul puis Beaver vient de le dire. Tu sais, c'était bâti pour la team de LFL qui semble vouloir se dissoudre. Ah, c'est mort, ça. Ça, c'est sûr, c'est vendu. La preuve que c'est sûr d'être vendu, c'est qu'ils ramènent des titans juste pour être sûr de pas perdre leur spot. Parce que s'ils l'ont pas vendu, puis s'ils croyaient un minimum au projet, ils feraient pas ça. C'est ça. Le fait que le projet soit potentiellement mort, pourquoi ramener des joueurs de Fortnite là-dedans, je suis pas certain. Après, le fait que Mirage n'ait pas de mot à dire ou ne semble pas s'intéresser là-dedans, me semble un peu bizarre aussi. Mais bon, si on connaît qui est derrière Mirage, on commence peut-être à comprendre un peu plus. Babin qui s'intéresse un peu plus aux opérations en Amérique du Nord et Carl Edwin qui est à la tête de Northern qui en e-sport n'est pas si impliqué. Donc, peut-être c'est pas si surprenant. Pour ce qui est de Fortnite, moi j'aime beaucoup le potentiel de Fortnite. Beaver vient de le dire, puis je suis tout à fait d'accord, c'est un panneau publicitaire. Ce qui est très bon en e-sport. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça que tu veux, right? Le plus de yeux possible sur ta brand, sur ton contenu. Le truc avec Fortnite, c'est j'ai l'impression que beaucoup de ces organisations-là se focusent beaucoup sur le compétitif de la chose, qui est un numbers game. Genre, tu recrutes 30 gars, puis t'espères qu'il y en a un ou deux qui va gagner le tournoi ou le FNCS ou whatever, parce que c'est un Battle Royale. Oui, tu peux être un des meilleurs, mais t'es jamais... Tu sais pas si tu vas gagner, right? Tu peux être juste unlucky, bad luck, whatever it is. Mais le potentiel que moi je vois dans Fortnite, c'est du côté contenu. Si t'as des bons joueurs, puis W. Carey, un des meilleurs joueurs au Québec, était sur le podcast la semaine dernière, puis on va Patch et Pamstou puis Fatch souvent au Québec aussi, ils font pas assez de contenu, selon moi. Parce que c'est là ton vrai marché. C'est tes streams, c'est ton YouTube par après, c'est ton TikTok, etc. Fait que si tu mises là-dessus, je pense que tu as beaucoup de potentiel. Puis je pense que c'est là le potentiel de Fortnite. C'est pas nécessairement dans le compétitif. Oui, il faut être bon, mais je pense que c'est plus dans le contenu de la chose. Puis on le voit même dans d'autres jeux. Aujourd'hui, là, c'est pas assez, selon moi. Puis on va en parler ce week-end au Fan Expo parce que Léo Vinci aime beaucoup le sujet. Mais selon moi, aujourd'hui, c'est pas nécessairement assez d'être juste un bon joueur. Shroud, là, il vient de rejoindre Sentinels à Valorant. Il a doublé le plus gros viewership que Valorant a eu historiquement. Il a doublé. Sa première game. Fine, il est bon. Il est pas, selon moi, assez bon pour jouer à ce niveau-là, mais il a doublé le viewership. C'est quand même quelque chose. Il faut garder ça en tête. C'est que where do you make your money comme une organisation ou une équipe? C'est le viewership. C'est le monde qui va acheter tes jerseys. C'est le monde qui vont acheter ton crypto, tes NFT, ton whatever, comment tu veux monétiser. Fortnite, je pense que c'est une excellente place où le faire. Tu vois combien les gens dépensent sur les skins in-game. Je pense que c'est une excellente place où ils veulent consommer du contenu, des vidéos, des highlights. On le voit avec l'engouement derrière ces joueurs-là. Tous les jeunes qui veulent être le prochain Pamstou, Fatch, Carey. Mais je pense pas que les organisations l'exploitent assez. Fait que j'aime le move. Là, sûrement, ces gars-là ont juste pas placé dans FNCS, fait qu'ils l'ont drop. Mais, I don't know. Je pense qu'il y a du potentiel quand même. Mon take. Mais en vrai, parce que Fortnite, c'est difficile à dire. Vu qu'on a connu l'âge d'or de Fortnite,
vu qu'on a connu l'âge d'or, puis on sera jamais comme. On ne retournera jamais là, tu sais. À savoir qu'est-ce que ça vaut dans le monde du e-sport. Malgré que, bon, j'en connais des Fatch puis des Pamstu qui ont déjà une retraite assurée, mais bon. Ça, c'est un autre détail. Mais c'est un sujet que vous avez déjà parlé aussi pas mal. Moi, j'ai quand même l'impression que les joueurs Fortnite ont quand même des attentes élevées envers les orgs. Puis à l'inverse, les orgs, eux autres, leur attente, c'est d'avoir plein de joueurs, justement, puis pas tant les payer. T'sais. Fait qu'on dirait qu'il y a un clash un peu, je trouve, entre les deux, de ce que les joueurs veulent et les orgs veulent. T'sais, c'est pas ma affaire pantoute au final. Fait que... Malheureusement, je pense que c'est le cas dans tous les e-sports. Ouais. Genre, tous les joueurs dans tous les e-sports veulent plus, selon moi, de ce qu'ils valent parce qu'il y a des organisations historiquement qui les ont payé ça puis qui ont fait faillite parce que ça n'avait aucun sens monétairement, fiscalement. Puis on va même au plus haut niveau. Il n'y a pas d'organisation e-sportive que leur volet, leur opération e-sportive sont profitables. Parce qu'on paye ces gars-là des trucs de fou. Il n'y a pas de salary cap, il n'y a rien. Puis monétiser ces joueurs-là, c'est loin d'être évident. Surtout si tu fais pas de contenu, comme tu dis, là, Emile, c'est un bon point. Tu sais, même monétiser du contenu, c'est pas évident. Non, c'est ça. Mais s'il n'y a pas de monétisation qui se fait pendant tout, ben c'est sûr que les relations vont pas durer. Ouais. Hein? Y a-tu un cours à l'université? Comment monétiser le e-sport? Je pense que c'est le cours qui devrait être donné. Ça, mais je pense pas que ça existe parce que personne ne le figure out. Non, ça, moi, je vais aller beaucoup le donner d'espoir avec, je vais y aller le donner, avec la Metaverse puis Web3 et l'e-sport, mais je pense pas qu'on est là encore. Non, t'es trop jeune. Encore 2000. On passe à un autre jeu. Nos amis chez Rocket League Québec, desquels j'aime parler à toutes les semaines. Les qualifications pour la deuxième édition de leur coupe RLQC ont eu lieu la fin de semaine passée. Plus de 30 équipes se sont affrontées lors du tournoi de qualification qui était sur 2 jours, si je ne me trompe pas, la fin de semaine passée. Après 8 rondes, les 20 équipes avec les meilleures fiches se sont qualifiées pour la deuxième édition de la coupe. Le top 8 se retrouve dans la division élite, tandis que les 12 autres dans la division amateur. L'équipe des Dudes était la seule équipe à avoir une fiche parfaite de 8 victoires. C'était pas une surprise vu que Snow, Fluby et Tokyo seront au final du Bally Sport Challenge ce week-end à Toronto. Bref, la ligue officielle commence alors maintenant, dans les prochains jours. S'étire jusqu'au 6 novembre, à quel moment on va savoir qui va gagner les prix, incluant presque 3000 $ en argent, plein de prix de commanditaires comme HyperX et le LAN ETS. Encore une fois, je tenais juste à le mentionner, à le souligner. Je ne sais pas si vous avez des opinions sur le format des qualifications, de la ligue, des prix, ou juste le fait, puis j'en parle tout le temps, mais comment la RLQC sont capables d'aller chercher un engouement puis de builder une communauté autour d'un jeu. Pour vrai, c'est vraiment bien organisé. Parce que moi, j'ai checké quand vous en avez parlé au podcast, tout, là, je le checkais, puis c'est hyper bien expliqué, puis tu vois que les gens sont craqués, la communauté est malade, puis j'étais vraiment en mode, genre, j'essaie de me trouver une équipe pour essayer de qualifier, là, parce que c'était vraiment facile à comprendre. Puis les règlements, là, c'est comme c'est un solide document là, de genre une dizaine de pages, là, c'est vraiment tout bien détaillé sur comment ça fonctionne, puis en tout cas, c'est... Moi, en tout cas, je suis vraiment impressionné, là, ils sont vraiment sérieux, puis ça fait... C'est vraiment une belle structure au Québec qui... D'après moi, avec cette structure-là, c'est une base incroyable pour aller encore plus loin, là, en tout cas, la fondation est là pour vraiment pousser ça au max, puis devenir vraiment, vraiment big au Québec si ça continue d'être bien géré comme ça, là. Aller chercher du monde. Et je sais pas si tu peux aller chercher des médias traditionnels avec ça. Moi, je pense que Rocket League, en plus, c'est un jeu super accessible. Fait que beaucoup de potentiel. Là. Je suis vraiment d'accord. Mais si... RL, j'ai jamais vu une communauté aussi engagée, genre. Ça bouge pas, là. C'est tout le temps les mêmes joueurs que je vois qui sont tout le temps là, puis peu importe d'où qui vient, tu sais, il y a Nibra là, qui est allé jouer au State, puis que tu le vois encore participer à ces choses-là. Genre, je trouve ça vraiment capoté. Pour qu'il reste encore ici, puis que ça s'investit dans RLQC. Puis je sais pas, par exemple, si ça attire beaucoup des nouveaux joueurs, comme comparé aux saisons, peut-être, faudrait voir. Mais RLQC, c'est sûr, c'est un modèle. Ça serait le fun d'avoir ça à Valo, mais c'est probablement impossible. Mais, ouais. Je connais pas tant Rocket League, je pourrais pas me prononcer là-dessus. C'est genre un des seuls jeux que j'ai aucune idée. Je pense pas que c'est impossible à Valo, puis moi je suis d'accord, je pense qu'il nous le faut dans tous les jeux.
Nous, on l'a essayé un peu avec des 10-man à Valo. Ça n'a pas tant fonctionné pour une couple de semaines. Rainbow Six, je sais qu'ils faisaient la même chose, des 10-man. Je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut juste avoir les gens qui se dédient. Les gars de RLQC, c'est incroyable la job qu'ils mettent et qu'ils font. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Moi, je suis d'accord avec Mimzul dans le sens que j'espère que ça continue à grow up et tout. Je suis moins certain de la business derrière ça parce que honnêtement, pour ce qu'ils font, je pense qu'ils vont pas en chercher assez. C'est peut-être ça, juste cet aspect-là. Ben, je dis juste, mais c'est quand même un gros aspect. Mais c'est peut-être cet aspect-là qui manque un peu. Parce que je pense qu'ils ont le potentiel à vraiment avoir une business autour de ça. Là. Ils peuvent créer une ligue québécoise, canadienne, financière, télévisée, whatever. Surtout vu que, comme Imzul l'a dit, Rocket League très accessible. Les écoles sont à full pin là-dedans en ce moment, à tous les niveaux. Donc, il y a des belles synergies, des belles intégrations. Ils seraient capables de le faire. Malheureusement, je ne suis pas certain s'ils ont les gens derrière pour le faire. Parce que je regarde leurs commanditaires. HyperX, c'est très cool. LAN ETS, puis un truc de virtual reality que j'ai vu passer aujourd'hui. Mais ils pourraient aller chercher vraiment des trucs encore plus intéressants, j'en ai aucun doute. Peut-être ça va venir avec le temps. On verra. Tu as quelqu'un dans ton équipe qui est en business development, justement, puis qui a de l'expérience là-dedans, des contacts là-dedans, peut-être c'est ça qu'il faut. Ça mais plus loin. c'est peut-être ça leur réussite en tant que telle, c'est que ça n'a jamais été pour but de rentrer de l'argent. Ça, je suis d'accord aussi. Ça a aidé à grow la communauté. Mais là, ils sont à un point où est-ce que s'ils veulent prendre le next step, c'est peut-être ça qui manque. Mais à date, c'est incroyable ce qu'ils font. Là, puis ça existe, comme tu t'as dit, Beaver, depuis longtemps. Puis les gars sont impliqués à tous les niveaux. Là. Des gars qui sont hyper bons au jeu, comme tu as dit, qui reviennent, puis qui sont encore là, puis qui jouent, puis qui s'amusent. Mais c'est ça, une communauté, right? C'est toujours plus le fun de jouer avec tes amis que de jouer avec des étrangers que tu connais pas. Mais c'est pas évident de créer cet engouement-là. Fait qu'ils ont fait une super belle job. Même là, my god, je suis vraiment en train de mourir, les boys. Hein. C'est pas une joke. Je sais où est-ce que t'habites. Si tu passes out, je vais appeler les pompiers. On va juste call Marjo, on va aider de prendre soin de toi. Non, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est que leur niveau de production aussi est assez incroyable. Là, ouais. avec tes regardes. Ouais. Bon, Ebo le fait bien aussi, là, mais c'est quand même une coche au-dessus. Ouais, ils sont très, très, très bons. C'est parce qu'avec toutes les écoles qui jouent à ça aussi, tu sais, quand que la saison start, t'as peut-être des écoles qui pourraient participer à ça aussi. Fait que, tu sais, encore moyen d'aller chercher plus de monde aussi. Puis c'est trippant là, pour les écoles là, de dire, genre, hey, nous autres, on est un roster puis on participe à RNQC, là, tu sais, fait que... Moi, je pense que leur prochain step, c'est deux choses. Un, ils pourraient, d'une façon ou d'une autre, s'intégrer un peu plus avec la ligue existante des collèges puis des secondaires à Rocket League. Ils l'ont un peu déjà fait avec le LAN ETS où ils aidaient à organiser le tournoi. Puis deux, c'est de faire des trucs plus en personne. Je pense que s'ils font des tournois finaux en personne, ça serait vraiment, vraiment cool. Puis je pense qu'ils ont l'engouement pour avoir des gens qui vont se présenter. Ouais, moi puis toi, ça fait déjà 2. Exact. Tu sais, 3 des 4 équipes au Bell Esports Challenge sont québécoises. C'est quand même cool, là. C'est vraiment cool. Ouais, non, c'est fou. Ouais, mais la scène québécoise de Valorant, on le sait, puis on connaît encore aussi d'autres joueurs qui sont pas dans des équipes en ce moment. Ils ont énormément de potentiel. Genre, parce qu'il n'y a pas de communauté, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'équipe de Valorant qui se donne. Mais tu sais, les équipes Rocket League québécoises sont pas stables non plus. Là. C'est quasi pire que Valorant. Là. Nous, ça fait longtemps qu'on en cherche une, puis ça se désintègre, mais la communauté plus large reste ensemble. Tandis que Valorant, c'est quand même le cas. Genre, tout le monde se connaît, mais c'est pas comme si tout le monde jouait ensemble. C'est ça. Non, personne veut commit, c'est ça. C'est pas pareil. Comme à ARL, même s'ils sont plus en team, ils vont quand même jouer ensemble. Ouais, les gars, puis tout ça va changer. C'est comme à Valo, s'il y a une team de 5 stacks, ça va rester dans leur coin, puis ça bougera pas. Là. Ouais. Parce que jouer avec d'autres mondes, c'est comme c'est risque de disband. Un peu, peut-être. Non, c'est ça, mais c'est vrai. Comme si t'es un blond ou un chum, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est tout le temps comme ça. Tout le monde a peur. Mais intéressant. C'est correct. Fait que, nous... Une org qui veut se trouver un roster Valorant, dans le fond,
C'est rare. Ben, en fait, en ce moment, je te dirais que si on parle du Québec, c'est pas une org qui va chercher une équipe, c'est une équipe qui va se bâtir puis qui après ça va se présenter, puis là, toutes les orgs vont pouvoir se pitcher dedans. Parce que, genre, ben, s'ils veulent. Parce que, je te le dis en ce moment, il y a genre, mais je vais te nommer 2 des joueurs que je sais qui ont qui ont énormément énormément de potentiel, mais qui jouent juste plus au jeu. Schnauzer, Blues, Shark. Mais Shark qui joue ce que c'est pas vrai. Shark dans une équipe, mais il est pas québécois. Blues, il a arrêté cet été, puis Schnauzer, même affaire. Mais moi, 2 des joueurs avec le plus de potentiel. Genre, moi, c'est du Summer Down, là, parce que ces gars-là, Schnauzer puis Blues étaient dans la dernière équipe de Able. Tu sais, c'est des gars qui ont fini 2e au Able LAN, qui ont fini 2e au LAN. Au LAN ETS, là, c'était comme le pic de Valorant. Il y avait plein d'équipes québécoises qui se sont présentées. Le lendemain, tout le monde est mort. Tout le monde. Ils viennent d'avoir la fin de semaine de leur vie, là, ok? Je parle juste de Able. Il y a eu un Airbnb de 2 étages. Ils ont eu des Bud Light, des gourous, des pizzas, des jerseys. Ils ont fini 2e, ils ont gagné du cash. Ils se sont passés genre une fin de semaine à 30 degrés au centre-ville de Montréal. Puis tu quittes le jour d'après. Non, pas. J'ai texté Wolf le lendemain. Genre, oh, comme qu'est-ce qui se passe dans les teams? Wolf, il m'écrit mot pour mot, il est comme, ouais, il n'y a plus aucune équipe. Non, c'est pas une joke. Je le savais. Parce que je vais le dire, puis genre, ça fait longtemps, fait que genre, le monde le savent. Avec Valors, quand que vous en avez parlé au podcast, longtemps, quand on avait annoncé le roster Valors, quand que Léo avait dit, puis je me rappelle, il avait dit, je suis content qu'il ait enfin trouvé une team, j'espère que ça va durer. J'étais en train de regarder le podcast, j'étais comme, Léo, il y a aucune team qui va durer après le TS. Aucune. Mais c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce que toutes ces équipes-là, c'était des bonnes équipes. C'était vraiment des bonnes équipes. Ce qui m'a le plus déçu, c'est Synergie. Genre, ils sont pas restés ensemble. Je comprends un peu. Genre, ça faisait un bon bout de temps qu'ils jouaient ensemble. Ça faisait près d'1 an, on le sait. Ils étaient avec Able avant, ils ont été free agent. Après ça, ils sont rentrés avec Synergie. Ça faisait au moins 1 an qu'ils étaient ensemble, puis ils étaient pas avancés. Genre, ils étaient pas de prendre le step-up de plus pour aller chercher un niveau de jeu plus haut. Ouais, mais vas-tu vraiment aller chercher ce niveau de jeu-là ailleurs? C'est toujours ça ma question. C'est comme, je comprends, tout le monde veut percer individuellement. Fait que, tu sais, il y en a un qui veut aller dans PugStars, l'autre dans Wreckaroos, l'autre dans whatever. C'était pas ça. C'est parce qu'il y avait un manque de... en fait, le roster original, on s'en rappelle, c'était Watt, Volcan, Swift, Dinatal. Volcan et Watt, c'est zéro en fait, c'est juste un point out. Genre, Volcan et Watt mettaient pas le temps dans le jeu qui leur aurait permis d'aller chercher l'autre level. C'est pas qu'ils étaient pas capables en tant que team vu qu'ils passaient pas assez de temps ensemble. Ils mettaient pas le temps. Tu sais, Watt et Volcan arrivaient pour les scrims, ils jouaient puis ils partaient. C'est tout. Il y avait pas de server time, il y avait pas de jeu à l'extérieur. Le gros du problème, c'est de trouver 5 personnes qui ont la même vision puis qui ont le même niveau de motivation à long terme. C'est très difficile de trouver ça. Mais c'est pour ça que je dis, il faut quasi devenir ami et avoir comme cette petite voix derrière la tête qui dit « Chris, si je mets pas le temps aujourd'hui, c'est pas que... Tu sais, je laisse pas tomber mon équipe, je laisse tomber mes amis. » C'est ça que W. Carey nous a parlé la semaine dernière avec Pam et Fatch. C'est ça qu'eux avaient. Genre, c'était comme, man, si je mets pas le temps aujourd'hui, ça va être poche, mes amis vont pas, tu sais. Il faut avoir cette amitié-là, cette synergie-là, cette connexion-là. Puis selon moi, c'est ce qui se développe à ces LAN-là. Genre, tu viens de passer 2 week-ends ensemble au centre-ville de Montréal. Moi, ce qui m'a surpris, c'est pas que ces gars-là ont cassé, c'est que genre, vous venez pas de vous développer comme une amitié extrêmement intime après ça. Moi, quand je jouais au soccer puis on faisait des tournois de 3 jours, man, j'étais comme meilleur ami avec tous ces gars-là, genre la semaine d'après, right? C'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher, et puis c'est à cause de ça que faire du présentiel, ça aide, selon moi, mais c'est cette ambiance-là que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui c'est cette ambiance-là qui recherchent, mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui va venir, genre casser cette chose-là puis qui va faire en sorte qu'il y a rien qui va marcher. Quand t'es pas payé, quand ça fait un bout que ça marche pas, je comprends. J'ai hausse mon squad au complet à venir dormir chez nous, ils m'ont drop le lendemain, big. Écoute, peut-être ton lit était vraiment pas confortable. Non, je sais. En plus, ils ont laissé la clim toute la nuit, man. Il dormait, il faisait trop fret, non, ils ont pas dormi. C'est peut-être pour ça, man. Fait que je le fais plus, man. C'est plus mes amis à ça. J'ai plus d'amis, juste des frères. Je sais pas. Nous, on travaille sur un projet qui devait être annoncé bientôt et on espère que ça va donner un peu de vie dans la scène québécoise de Valorant. J'ai l'impression que la fin de l'été, ça va ramener un petit peu plus de monde. Ouais, ça aussi. Je sais pas qui va revenir, mais genre, je vais pas le cacher, là, le monde au Québec me connaisse pour ma réputation de Toxic Kid. Là. Ça a changé avec l'année, genre le monde ils savent. Non, ça a pas changé. Oh, c'est beau là. Mais, tu sais, ça fait longtemps que genre,
pas j'essaye de genre faire une team, mais tu sais, ça fait longtemps que je cherche un peu, sans vraiment genre chercher intense, genre, tu sais, je veux joindre une team parce que genre, tu sais, au-delà de joindre une team puis de jouer compétitif, j'adore le jeu. Fait que moi, je veux juste jouer. Je veux juste trouver une team puis jouer. Mais tu sais, ce que ça va rapporter avec l'école, je sais pas qui va revenir, mais j'ai hâte de voir qui va revenir pour savoir, genre, est-ce qu'un projet serait possible. Team, c'est automne. J'ai l'école le soir. Oh non. Pauvre kid. Ok. Pauvre Un day grinder. Ok. Ouais. On parle de Valorant vrai. quand c'était RLQC, mais c'est correct, j'aime ça. Prochain sujet. Victime a organisé l'événement C'est plus qu'un jeu qui a eu lieu samedi dernier au Centre culturel du Val d'Espoir. Premièrement, pour ceux qui le connaissent peut-être pas, Victime, c'est un streamer québécois qui couvre pas mal de nouvelles de la scène gaming et entertainment, presque à tous les jours, je pense. L'îlot Jeunesse de Saint-Augustin a donc été heureux d'annoncer le retour de l'événement C'est plus qu'un jeu. Il y a eu 4 tournois de Super Smash Bros. Ultime pour les jeunes de tous les âges lors de l'événement. Les inscriptions étaient de 10$ pour les jeunes âgés de 16 ans et moins, 20$ pour les âgés de plus de 16 ans. C'était un événement de financement pour les prochaines activités du virage jeunesse de Mirabel. J'ai pas grand chose à dire sur l'événement, mis à part le fait de souligner, parce qu'on le sait bien, les événements gaming sont pas toujours évidents à organiser et encore moins quand c'est en personne. On vient d'en parler pour RLQC. Donc, très, très cool ce que Victime a pu aller faire là. J'aime aussi ce que ça se concentre sur les jeunes et sur des jeux accessibles comme Super Smash. On vient encore de le mentionner. Je pense personnellement beaucoup que se concentrer sur les jeunes, sur le in-person, sur des jeux accessibles, ça va nous aider à faire grandir la scène puis à la structurer avec le temps. Fait encore une fois, très cool. Je sais pas si vous avez des réactions, si vous aviez même entendu parler de l'événement. Dans tous les cas, moi, j'aimerais vous entendre sur comment vous voyez ça, justement, des événements en personne qui visent les jeunes plutôt que la communauté de gaming, c'est peut-être plus âgée ou entre guillemets mature. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? C'est-tu là le potentiel ou c'est juste un autre événement comme les autres? Je vous laisse. Je pense que ça en prend plus de ça, parce qu'en plus, tu sais, dans ce contexte-là, tu vas chercher des jeunes aussi qui goûtent un peu à la compétition aussi, puis qui vont peut-être vouloir continuer à rester dans la communauté. Moi, ce que je retiens de tout, ce qui est intéressant, c'est que tu fais un événement, pas obligé que ce soit malade, puis immense, puis que parfaitement, tu sais, pas un giga événement qui a été fait, puis ça a quand même son effet, je trouve, tu sais, pour aller chercher des gens, puis faire quelque chose de compétitif, amical en même temps. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont peut-être dire organiser un événement, c'est immense, puis tu sais, je serais prêt à faire ça, ou genre, ça prend des ressources incroyables, mais tu sais, je pense qu'on des choses de même, on devrait en faire plus sans nécessairement mettre un argent, un montant fou, tu sais, pour tout préparer ça, puis d'avoir une équipe de fous non plus. Là, tu sais, fait que c'est le fun d'avoir ça, sincèrement, là, des événements comme ça, puis ça en prend plus, je pense. Je suis 100% d'accord avec toi, c'est sûr qu'il en faut plus. C'est comme Mill le soulignait un peu avant, c'est l'ambiance que ça met là, puis comme les liens qui se créent avec ces événements-là, puis la vision aussi que ça peut aller chercher, tu sais, en visant un public plus jeune, c'est prometteur, tu sais, ça peut permettre d'aller chercher des personnes qui vont peut-être être plus intégrées au fur et à mesure que leur vie avance avec la scène. C'est ça, comme il le souligné, l'ambiance qui est là permet de juste avoir comme beaucoup plus de fun, puis de avoir un peu plus de motivation à comme pratiquer, si on veut, ce domaine-là, genre le e-sport. Puis moi, à chaque fois que je sais qu'il y a un événement présentiel qui s'annonce, c'est genre comme le grind recommence, puis genre c'est plus intense que jamais, puis genre je veux juste comme jouer, puis me rendre à cet événement-là, parce que genre j'ai juste hâte d'aller à cet événement-là. C'est quand il y a eu le LAN Bowl, quand il y a eu après ça le LAN ETS, les deux événements collés ensemble, c'était juste genre, honnêtement, ça a été deux, trois des meilleurs mois que j'ai eu dans les 2 dernières années. C'était juste vraiment le fun. En parlant du LAN, des petits détails ici, non? Ça s'en vient. Monsieur On travaille Mill, là-dessus. on travaille là-dessus. On a signé ok. un partenaire aujourd'hui. Je vais pas dire c'est qui. Oh! Non, c'était ça mon take. J'ai rien Ton à dire. take. Mais non, je suis d'accord avec Mimzul puis Wolf. Vraiment, chapeau à Victime puis à tout le monde qui organise des événements virtuels ou en personne. Vraiment, c'est ça que ça prend. Puis c'est ça qui crée cette hype-là. J'arrête pas de parler de la RLQC, mais vraiment, c'est pour ça qu'ils l'ont. Là, à chaque semaine, ils ont des trucs streamés, ils ont des six-man, ils ont une ligue, ils ont des tournois. Fait que
C'est très très cool. Voir ça à Super Smash. Puis on le voit dans le Fighting Game Community. Moi, je suis pas tant dedans, mais à toutes les semaines, les Air Dashers de Montréal, ils font des trucs en personne, ils ont des événements. Fait que moi aussi, j'ai beaucoup apprécié cet été avec notre LAN, puis celui du LAN ETS. Puis après, il y avait le grand LAN, je suis pas allé, mais ça aussi, c'était pas si éloigné. Fine, un peu moins compétitif, mais quand même un événement. Donc, une fois que tous ces trucs-là commencent un peu à s'intégrer de plus en plus, je pense qu'on a une belle formule pour encore plus faire grandir la communauté. Puis il y a le LAN JDL qui s'en vient dans 7 jours. Donc, c'est pas fini. Vous êtes présent, monsieur Emile? Non. Trop loin, malheureusement. Ben là, je vais pas y aller. Ça vaut pas la peine. Il y a du monde d'Able qui vont être là. Léo Vinci, Shiro, si je me trompe pas, Mamzelle J. Ils sont invités comme streamer, là? Floreya, ouais. Ok, puis moi, je suis où, man? Toi, t'es tout dans la section auto-entrepreneur. De un, il voit comment t'as l'air un peu... C'est vrai que le zombie, c'est vrai qu'il va pas aller loin, man. Non, mais va te présenter comme Andrew Tate Jr., puis ils vont t'accepter. C'est ça, exact. Va que t'es hot. Ils ont peur de moi là-dedans, ils ont vraiment peur. Tu sais qu'ils ont vraiment peur de moi, hein. Genre, là, il y en a qui sait je suis qui, mais genre, legit, ils ont peur de moi. Ok, dernier sujet officiel, puis après, on va parler un peu du LAN JDL avant de clore la chose. Prose se cherche des monteurs vidéo pour ses chaînes YouTube. On a parlé de Prose à plusieurs reprises lors de ce podcast, et si vous ne le connaissez pas encore, vous vivez vraiment sous une roche. Il s'est intégré dans la Content House de Québec Meta. Oui, on rementionne Québec Meta. Et après le FaZe Recruitment Challenge, plus tôt cette année, il a remporté, bien entendu, donc $1 million en crypto de MoonPay, 250 000 en commandite de Ghost Energy et une Nissan GTR. Et si je ne me trompe pas, une blonde aussi, peut-être. Il a aussi, bien entendu, rejoint FaZe, qui depuis, sont devenus une compagnie publique avec leur SPAC. C'était une équipe de monteurs qui l'aidait durant le challenge, incluant Zoltrax, qui était dans le chat plus tôt, et Dantaz, deux excellents monteurs québécois. Dantaz a récemment quitté l'équipe de Pros pour se dédier à temps plein à celle de Gurky. Bref, pour ceux que ça peut intéresser, voici votre chance. Vous avez qu'à postuler sur le lien de Pros qu'il a mis sur son post Twitter. Je note que, comme la majorité de son contenu, le post est en français. Ça revient un peu à ce que Beaver disait tout à l'heure. Et que la plupart de son équipe, à moins que je me trompe, reste québécoise. Donc, vraiment cool, de voir un Québécois dans FaZe continuer à faire du contenu en français, se chercher une équipe francophone québécoise. Et ça revient aussi, ça touche aussi un peu le point de Memories, que lui aussi se trouve des opportunités. Donc, pour les monteurs québécois, je pense que c'est une très, très, très belle opportunité, justement. Puis, avec l'argent qu'il a gagné, c'est payé, bien entendu. C'est ça qui est cool parce qu'au final, c'est sûr à 100% que FaZe lui aurait offert des monteurs ou c'est sûr que FaZe a des monteurs pour l'aider, mais tu sais, il s'est à une team plus francophone. Fait que c'est vraiment une belle opportunité. Puis tu sais, pour les monteurs qui peuvent hésiter, moi j'irais solide, même si j'ai moins confiance en moi. Je pense que c'est une opportunité que tu y vas quand même, puis ça peut t'apporter, ça peut t'arriver là. Fait que t'as rien à perdre. Ouais, c'est ça, t'as rien à perdre. Fait que vraiment une belle opportunité. Je pense que c'est intéressant qu'ils permettent à autant de personnes d'avoir une chance de faire quelque chose avec ça. C'est sûr, c'est intéressant de voir à quel point il va chercher la communauté, puis qui va amener à faire des interactions avec du monde, puis à amener comme un peu un genre d'espoir à certaines personnes, si on veut, mais c'est un bon espoir. C'est pas quelque chose que si ils sont pas dedans, ben c'est la fin du monde. C'est comme, écoute, j'ai une chance d'être éditeur pour Pros, je vais le faire. Pourquoi pas? Je trouve ça intéressant, c'est le fun. Pour avoir travaillé et voyagé dans l'univers YouTube et des monteurs, je pense que des monteurs, c'est quasiment mieux payé que des médecins aujourd'hui. C'est quasiment aussi rare. En vrai, c'est vraiment une mine d'or, c'est pas tant difficile, mettons, genre, être un monteur. Hein. Comme, il faut avoir le avec temps pour Tien, le faire. faut avoir le temps, mais tu vois, c'est accessible, ok? Un autre truc avec Pro, c'est que je crois que lui, il signe des contrats d'exclusivité. Ça peut être un ralentissement pour certains. Ça veut dire que si tu travailles pour Pros, tu peux juste travailler pour Pros, pas être genre en freelance.
Fait que Je ça, pense que pour des Zoltrax, dans le monteurs. chat, t'étais pas tant convaincu par ton commentaire que n'importe qui peut faire sa job. Non, mais c'est pas ça que je dis. Il y en a des moteurs, mais comme. En vrai, là, C'est genre, accessible. je suis énormément de créateurs de contenu. Puis je pense que 10 fois par jour, je vois des posts de je me cherche un monteur, je me cherche un monteur, je me cherche un monteur, je me cherche un monteur. Tous les jours. Puis c'est parce que c'est vraiment rare. Ben, en France, c'est un peu plus populaire, mais en Amérique du Nord, des bons monteurs, c'est quand même rare. Puis c'est Ben, selon c'est moi qu'il un faut job accessible. développer. C'est accessible, oui, dans le sens que, tu sais, en théorie, le skill set peut se développer. Fait que c'est pas comme s'il te faut une éducation ou whatever. Tu sais, comme tu peux le figure out toi-même ou avec YouTube ou whatever, comme plusieurs choses aujourd'hui. Mais je trouve qu'il te faut beaucoup de temps à Ouais, dédier faut que tu à ça l'apprennes. pour devenir bon. Là. Faut que tu l'apprennes quand t'es en ado, genre, ben, comme la Ouais. plupart des monteurs que je connais. Même moi, j'ai appris mon montage, c'est ça, là, entre mes 15 et 17 ans. Là. Et puis t'apprends comme ça au début. Puis là, petit à petit, tu t'apprends des autres, ils disent un peu comment faire, puis tu commences comme ça. On est chanceux parce qu'il y a nos monteurs au Québec. Ils attendent juste ça du renfort, fait que tu leur dis yo, j'aimerais ça apprendre le montage, ils vont quasiment te l'apprendre comme par cœur. Là. Genre, j'en ai vu là, du monde là, ils ont ouvert Adobe, 2 jours après, t'es capable de faire des TikTok full dynamique, full méta, non, j'étais comme qui t'a montré à faire ça? Moi, ça m'a pris genre 1 an et demi à faire de quoi qui ressemble un minimum à ça, tu sais. Ben, Fait que aujourd'hui, ça avec peut aller YouTube, vite, là. c'est super. Tu sais, il y a plein de choses qui sont super Mhm. accessibles. Fait que ça, c'est très cool. Zeltrax, il dit il était plutôt surpris de la comparaison avec le salaire de docteur. Fait que peut-être qu'il est sous-payé, je sais pas. Je pense que c'est ça le à ce que problème. Je pense qu'on a un Beaver problème de pensait. sous-payage. Mais Parce qui est que d'accord qu'il y a énormément d'opportunités d'emploi en ce Beaver. moment dans ce domaine. Mhm. Lancez-vous, messieurs, dames. Pros, très belle place où continuer votre aventure. Ok, Entreprise, la Pros Corp. Oh exact. my god. Dernier Ça sujet va. Ouf. que j'ai juste vu passer avant, puis je trouvais intéressant de débattre ou de vous entendre dessus. Il y a Madame Zoom qui qualifie son tweet comme hot take, un événement caritatif qui existe grâce aux streamers, mais qui leur demande de se loger et nourrir à leurs frais pendant une fin de semaine complète. C'est wrong et shady. Quand même, wrong et shady, c'est quand même assez C'est fort. fort. Right? C'est fort. Ouais. Fait que dans les commentaires, il y en a qui pensent sûrement avec raison du LAN JDL qui s'en vient dans 7 jours. Donc le LAN JDL, un événement majoritairement caritatif. Donc il y a un streamathon durant le LAN JDL. L'année dernière, ils ont levé presque 75 000 $. Cette année, c'est 100% au bénéfice de la Fondation des gardiens virtuels que Léonin est à la tête. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce tweet-là? Je faisais des réactions là-dessus. Allez-y, les boys. Ben, écoute, côté content creator, puis streamer, même si je le fais assez régulièrement, puis que je le suis pour Alpha One, j'ai pas vraiment. Je suis pas vraiment toutes les affaires d'événements, puis tu sais, à part les affaires qui me. C'est des affaires de boomer, t'inquiète, Wolf. Des affaires de boomer. Ouais, je suis trop jeune pour ça, là. Non, c'est ça, Mais on est trop jeune pour ça. de ce que je vois, puis de comment elle l'écrit, c'est sûr que c'est peut-être un peu poussé de dire que c'est wrong puis shady, mais elle a pas nécessairement tort à dire que si l'événement est créé grâce à eux, il devrait avoir une certaine forme de compensation. Alors, si les personnes peuvent bénéficier d'un événement et de vision grâce à certains streamers qui se présentent là en plus, ben genre, en compensation de leur partie du marché, faites quelque chose en retour. Beaver, Mimzul. Je vois ça un peu différent. Jusqu'à quel point les streamers ont eu un impact sur la présence de l'événement. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'événement est là à cause d'eux. Je me dis, si comme streamer, le truc caritatif t'intéresse moins, pas obligé. Je me dis, c'est caritatif. Là. Fait que tu y vas parce que justement, tu as ça à cœur. Fait que si c'est quelque chose que finalement, ça ne te tente pas de te déplacer ou te motiver pour ça, ben, au pire, priorise un autre truc caritatif dans l'année où ce que tu vas pouvoir t'impliquer. Là. C'est sûr que je sais pas justement jusqu'à quel point l'événement existe à cause des streamers. Là. Ça, j'avoue que je suis pas au courant, mais pour moi,
tout cas, je suis pas tant d'accord avec ce qu'elle dit parce que je me dis, si tu es un streamer et que tu veux t'impliquer, si tu le fais vraiment pour le qualitatif, ben, tu veux pas, tu vas quand même en tirer quelque chose. Tu es là dans un event, puis tu vas quand même avoir une visibilité. Tu sais, fait que j'ai un peu de misère à le comprendre. Mhm. Non, en vrai. Oh boy. Les hot takes sur Twitter, là, depuis les 3 derniers mois, là. Les boomers sur Twitter, là, ça n'a pas d'affaire, là. Ils devraient retourner sur Facebook. Mais bon, ça, c'est juste mon avis. Genre, j'ai pas trop aussi compris. Dans le sens que l'événement caritatif, genre. T'as deux sides à ça. C'est que l'événement caritatif, entre guillemets, tu dis, genre, bon, je fais ça pour la charité. Fait que je me déplace, je me loge, je me nourris, nanana, pour la charité, right? Ça, c'est. I mean, tu pourrais le faire. Puis surtout que venant de Madame Zoom, que je crois pas que ça a des problèmes tant financièrement, d'après mes dernières révisions. Fait que, tu sais, je trouve ça comme un peu bizarre venant d'elle. Puis l'année passée, le lunch JDL, c'était tout fourni, tu sais. Toutes les dormir, nanana. Fait que j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Ben, peut-être cette année, ça l'est pas, justement. Ben, peut-être cette année, ça l'est pas. Mais tu sais, au final aussi, tu participes à ce genre d'événement-là, tu streams beaucoup. Certes, l'argent que tu fais directement cette fin de semaine-là, t'en fais peut-être moins, mais tu vas te faire découvrir par d'autres communautés, tu sais. Puis ça m'amène à un autre point. Yes. Que là, ok, parce que dans les boomers Twitch, de fil en aiguille, dans les boomers Twitch, genre tout le monde se partage la communauté puis il essaie le plus possible de sucer la communauté des autres, genre. C'est vraiment, vraiment hypocrite, là. C'est genre, comment réussir sur Twitch en 2022, faites des podcasts puis invitez-les sur vos podcasts. C'est littéralement ça qu'ils font tout le temps. Puis ils sont genre, oh my god, j'ai plein de viewers, fait que je vais continuer à parler, comme faire des podcasts. Mais quand ils font pas de podcasts, ils ont genre 10 viewers, puis là, ils se demandent pourquoi ils ont pas de viewers. Moi, c'est pour ça que j'ai des viewers sur nos podcasts, à cause de son gros viewership. Oh oui, de 10 personnes, yes. Non mais, genre, là, en fin de semaine, toutes les streams vont être allumés en même temps. Fait qu'il y aura pas histoire de comme que je suis, ils pourront pas le faire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir les chiffres puis les stats non inflated, c'est quoi, non résultant de l'inflation en fin de semaine. Ben pas en fin de semaine, mais c'est quand la JDL? La semaine prochaine? J'ai vraiment hâte de voir les stats de certains streamers qui se disent de streamers, mais finalement qui font juste suck up la communauté puis ils ont aucun talent. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. En parlant de hot take. De quoi, c'est pas un hot take? C'est genre. Talent, c'est quand même... Ben, ils font des podcasts, man. C'est quoi? Si on fait ça depuis 2016, des podcasts. Là? Non, pas toi. Non, toi, tu fais. Toi, c'est pas vraiment un podcast, c'est plus une revue journalistique avec 4 personnes. Pas un podcast. Okay, pas en mode. Comment. Tu donnerais-tu. Non, c'est comme. Selon toi, c'est quoi réussir sur Twitch? Là, genre. Intéressant. Anyway. Voilà. Merci pour tes 6 hot take, Beaver. Moi, comme bon avocat, je suis pas d'accord ni en désaccord dans le sens que oui, je suis d'accord qu'en théorie, si tu invites du monde à un événement à ton bénéfice ou un bénéfice particulier, idéalement, tu vas couvrir tous leurs frais. Fait que Able, on a fait un stream caritatif avec nos streamers. Puis on a couvert, je pense, la plupart de leurs coûts quand c'était comme, tu sais, quelqu'un devait dormir, ou on a fourni la bouffe, whatever. Mais c'était comme 10 streamers, même pas. Après, le LAN JDL, je pense qu'il y en a plusieurs, le 20, 30, 40, je sais même plus. C'est sûr que, puis là, Madame Zoom lance un chiffre comme 1000$ qu'elle doit dépenser. Tu sais, si on parle de 20, 30, 40 000$ qu'il faut aller chercher pour loger tout ce monde-là, enfin, peut-être dire que j'exagère parce qu'il y en a peut-être qui vivent à Québec, mais après, c'est comme, ben, tu payes pour l'autre, pourquoi pas pour moi, whatever. C'est pas évident. C'est pas évident d'aller chercher ça. J'ose croire, tu peux pas aller piger dans les fonds qui vont être levés pour une cause charitable. Fait que le 75 000, tu vas pas aller piger un 40 000 là-dedans. Fait qu'il faut que tu ailles lever 40 000$ par des commanditaires parce que tu n'as aucune autre monétisation, mis à part les billets qui, j'imagine, payent pour la salle ou whatever. Puis aller chercher 40 000$ en commandite, c'est pas que c'est pas faisable, mais c'est assez difficile, surtout au Québec, j'ose croire.
Donc, je sais pas, tu sais, d'un côté, oui, idéalement, tu le ferais. D'un autre côté, t'as pas besoin d'y aller. Genre, si tu veux pas, si la cause charitable, oui, t'investis ton temps, entre guillemets, puis c'est ça l'argument qui est donné durant la fin de semaine, mais après, comme Beaver l'a dit, ouais, t'investis ton temps pour l'événement, mais toi aussi, ça te donne du exposure, right? Le fait que t'es au LAN JDL, tu vas tweeter le fait que t'es au LAN JDL, des photos, des streams, tu vas lever de l'argent, tu vas créer du contenu un peu différent pour ton public que tu aurais fait autrement. Je pense qu'il y a quand même la plus-value pour les streamers qui y vont. Puis comme je dis, t'as pas besoin d'y aller. Tu peux être invité, puis si c'est trop d'argent ou si t'es pas content avec ce qu'il t'a offert, ben tu peux dire non. Puis je suis d'accord avec Mimzul aussi. Est-ce que l'événement existe réellement à cause des streamers? Ouais, il n'existerait pas sans streamers, le Streamathon, mais je veux pas être méchant, puis je dis pas que les streamers sont interchangeables, mais tu vas sûrement toujours trouver du monde qui serait intéressé de le faire. Fine, peut-être pas les gros parce qu'ils sont rendus à un niveau où est-ce que il faut les rémunérer pour leur temps, mais il y en a toujours qui vont être willing de le faire, surtout pour une bonne cause, right? La Fondation des gardiens virtuels, c'est pour les gens qui ont des troubles, que ce soit mentaux ou des troubles juste dans leur vie, puis qui veulent parler. Donc, c'est une bonne cause. I don't know. Je vois les deux côtés. Dans un monde idéal, oui, mais s'ils sont pas capables de le faire, pas capables d'aller chercher les commanditaires, puis si on n'est pas content avec ce qu'il nous a offert, on a juste à dire non. Je sais pas si elle y va ou pas. J'imagine qu'avec son hot take, sûrement pas. I don't know. Bon. Ça dépend, est-ce qu'il paye pour elle? Ouais, on verra. Mais c'est triste si l'année dernière c'était couvert, puis cette année ça l'est pas. Ça aussi, ça crée cette barre où est-ce qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on fait une année, parce que l'année d'après, il faut en donner plus. Right? On peut pas en donner moins, sinon le monde va être moins content. Fait que ça aussi, c'est difficile, I guess. Je suis surpris qu'il ait tout payé l'année dernière. Il y avait même pas de monde parce que c'était fermé, right? À cause c'était fermé, ouais. Je sais pas non plus. Mais bon. Mais bon, j'aime le débat. Chialer, je pense que les deux côtés ont leur mérite, mais écoute, dans un monde idéal, tout le monde est toujours payé, là, mais c'est juste pas la réalité du e-sport ni du gaming en ce moment. Là. Allez postuler chez Pros, lui. C'est ça. Alright, messieurs, c'est tous les sujets de ce soir. Je sais pas si vous avez des commentaires, des questions, des shout-outs, des insultes avant qu'on ferme le stream. Merci de l'invitation, Emile. C'était super. Oui, ça fait plaisir. Merci d'être venu. Ma gang de l'UQTR, j'ai bien hâte de recommencer ça l'automne. Ça va être le fun. Ma blonde aussi, qui me supporte dans tous mes projets. Merci. C'est beau l'amour. Qui garde le bébé pendant que t'es sur des podcasts. C'est bon. Il dort pas en plus, le bébé. Fait que c'est bien. Ouais. C'est ça, mon Twitter est là. Je suis fort de 28 abonnés. Fait que s'il y en a d'autres. Tu vas en avoir un 29e bientôt. En fait, tu vas en avoir un 29e live. J'ai des projets. T'as des projets qui s'en viennent, j'imagine. Pas comme un Beaver Agency, là, je pense, là, mais. Mais les projets de Beaver se concrétisent pas tant, je trouve. Ouais, non, mais je me fais troll par la communauté e-sport. Leader, mais... Non, mais Project Leader, en ce moment, il est à un moment là. Ben là, ils ont bifié le Project Leader. Mais je pense que le Project Leader, man, il s'en va. Il est enquêteur, cyber-enquêteur dans pas long parce que l'e-sport, le monde e-sportif fail en ce moment. Là. You're giving up. J'attends juste Emile. Ouais, mais legit, là. Attends. J'attends Emile. Ok, je m'en viens. C'est ça, merci. Merci, Mago. Merci d'être venu, man. Je suis content d'avoir rencontré Mimzul. Bien content de t'avoir rencontré aussi. C'était de la bonne parlotte. Alright, messieurs, en espérant de voir des équipes Valorant québécoises de plus en plus qui vont rester au Québec. Et wink. À tous les jeudis, on est là. Ce week-end, il y a le Fan Expo. Si vous êtes à Toronto, passez me voir. Je vais être là avec Léo Vinci, Babin de Mirage et Chris Lamotte de Parabellum. Les gars de Valorant vont être là. 2 équipes de Valorant, 3 équipes de Rocket League québécoises. Donc, si vous êtes dans les parages, 11h samedi, je donne une conférence sur le e-sport. Venez nous voir. Belle e-sport challenge cette semaine aussi. C'est ça, Belle e-sport challenge. Donc, le samedi, c'est... Le vendredi, c'est Call of Duty.
au Fan Expo le samedi Rocket League, le dimanche Valorant. On va espérer que A1, Alpha One ou Parabellum vont l'emporter. Et c'est pas mal ça. On est de retour jeudi. Il y a une game de CS sur le Twitch de Able dans 30 minutes si vous voulez rester. Sinon, on vous envoie chez Mamselle J qui joue à du Phasmophobia. Merci mesdames et messieurs. On se revoit très bientôt.